Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode de la case rétro, l'émission gamer qui revient avec passion sur ces jeux qui ont marqué une génération de joueurs, que ce soit par leur qualité ou au contraire par leur médiocrité. Et pour m'accompagner aujourd'hui, je suis avec Subikun. Comment ça va, Subi? Salut tout le monde, ça va? Je suis avec Looping. Comment ça va, Looping? Ça va, salut à tous. Et ce soir, nous avons un invité de marque. Vous pouvez le retrouver tous les week-ends sur la home de Gameblog. Mika Dotwix. Comment ça va, Mika? Eh ben, ça va très bien. Salut à tous. Et pour cette nouvelle émission, pour cette dernière émission de 2011 avant le podcast spécial Noël, on va parler d'un jeu sorti sur PlayStation et PC en 1996, édité par Virgin Interactive, ceux à qui on doit Earthworm Jim, et développé par Revolution Software. Il s'agit des Chevaliers de Baphomet. Alors messieurs, Chevaliers de Baphomet 1996 PC PlayStation, quelle était votre première rencontre avec ce jeu, Subi? Alors moi, c'était toujours donc avec mon pote avec qui je faisais beaucoup d'Amstrad parce qu'en fait, il avait un frère, un grand frère qui était très passionné par le PC et du coup, c'est lui qui m'a fait découvrir un peu tous les grands jeux PC de cette époque-là. C'est-à-dire même avant Chevalier, les Alone in the Dark, les Phantasmagoria, etc. Donc c'est grâce à lui, grâce à ce frère de mon pote, que j'ai découvert les Chevaliers de Baphomet pour la première fois. Mais je ne l'ai pas joué, en fait j'ai fait que regarder son frère jouer, quoi. À l'époque de la sortie. Ouais, à l'époque de la sortie. Et toi, Looping, c'était aussi la première, à l'époque de la sortie, ta première rencontre? Oui, moi c'était à la sortie, c'était sur PlayStation. Par contre, moi c'était pas par rapport à un pote en fait, c'était j'avais vu le test dans les magazines et en fait ça me rappelait justement l'époque Amstrad, Point and Click et donc c'est ce qui m'avait attiré sur ce jeu. Et toi, Mika, ce point et cliqué, tu l'as, Eh ben, tu l'as connu? moi, en fan de Point and Click, c'est un jeu que j'attendais beaucoup. Mhm. Et à l'époque, il n'y en avait pas beaucoup des genres de jeux, hein, entre guillemets, un peu dessin animé, quoi. Donc je l'attendais vraiment et je l'ai eu sur PC et PlayStation 1. T'as eu sur les deux supports. Ouais, carrément. Un taré, quoi. Ah ouais, tu peux le dire. Ah bah comme ça on va pouvoir parler des différences entre les deux versions. Mais avant de s'attaquer au gros du dossier, on va se retourner comme d'habitude à ce qui se passait à cette époque, 1996, et en sortie de jeu, j'ai noté 4 jeux assez différents. Le premier c'est Duke Nukem 3D. Ah bah ça, c'est un de mes grands trips, le premier jeu PC que j'ai joué quand j'ai eu mon premier PC. Mais aussi un autre jeu PC, Warcraft 2. Ouais, ça aussi, Ah. pour moi, Ça parle à la même personne. Moi, c'est pas trop mon truc de jeu, mais bon. Ouais. Bah, moi, je l'ai pas mal pratiqué en réseau à l'époque parce que j'avais un autre pote, son père était très fan de réseau et on a fait beaucoup de réseaux sur Warcraft 2. Ouais, mais tu Mais je crois m'étonnes. que Subi, il y a pas de jeu qu'il aime pas. Enfin, il y a rien il y a des trucs il aime tout en fait, quoi. À partir du moment où c'est estampillé jeu vidéo, je crois il aime. Enfin, c'est Ça- mon sentiment en tout cas, hein. C'est un gamer gentil. C'est ça, J'aime tout le monde. c'est ça. Et peut-être que ça vous parlait plus. Le prochain s'agit de Super Mario 64. En fait, c'est le jeu qui a été fait pour la manette ou la manette qui a été fait pour le jeu, on sait pas encore aujourd'hui. Oui, voilà. Mais bon, ouais, très bien, encore très jouable aujourd'hui, hein. Franchement, comparé à des Swarm Gym comme on en parlait précédemment, il est encore très jouable aujourd'hui. Mm. Il accuse pas trop les années, quoi. Et Looping, est-ce que le dernier jeu va te parler? Il s'agit de Resident Evil. Ah oui, alors là, celui-là, sur la PlayStation, bah, c'est ce jeu-là qui m'a fait acheter une PlayStation, hein. Clairement, pour l'anecdote, je l'ai vu chez un ami et je me rappelle voir, il me montrait, il tirait avec le personnage, je voyais les douilles qui tombaient par terre Ouais. et j'étais halluciné, j'étais scotché et c'est le jeu qui m'a fait acheter la console. J'avais pas la console, je l'ai acheté exprès pour ce jeu. Notez quand même que c'était en 1996, c'était florilège de bons jeux 3D, 64, Resident Evil, même Duke Nukem, et en même temps, Broken Sword, les Chevaliers de Baphomet, il était en 2D. Et ça, c'est quand même bien de se dire qu'à l'époque, il y a des gens qui croyaient encore à la 2D, quoi. Ah bah, moi, j'y croyais encore à fond parce que honnêtement, moi, mes premiers, on va dire, émoi avec la 3D, ça a été plus dans les pleurs que dans le bonheur parce que Tu m'étonnes. je me rappelle encore de mes souvenirs de Tekken,
de Toshiden et compagnie, moi, quand il y avait mes potes qui tripaient, moi, je pleurais. Hein, je demandais à qu'on me rende mon Street Fighter. Hein. Mais le problème, c'est que malheureusement, on était dans l'ère, la PlayStation, c'était dans l'ère de faire que de la 3D. Mm. Et si tu regardes la ludothèque de la PlayStation, il y a très peu de jeux en 2D, hein, jeux de plateforme, etc. Il y en a très 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 peu. Hein. Ouais, c'était bien dommage. Ouais. Et comme d'habitude, il n'y a pas que le jeu vidéo dans la vie. Et bon, 1996, vous vous en doutez en essence, hein, j'ai pas des masses de trucs à vous raconter. On va noter Abigail Breslin, la petite qui joue dans Zombieland. Oula. C'est qui? Je sais pas non plus. Zombieland, c'est Bienvenue à Zombieland ou c'est... Bienvenue à Zombieland, oui. Ah, j'ai kiffé ce film. Bah, c'est la petite. D'accord. Abigail Breslin. Et en mort, il n'y avait pas non plus grand chose à se foutre sous la dent, mais j'ai noté une mort assez symbolique, c'est la mort de Jerry Siegel, le co-créateur de Superman. Oh la vache! T'as déniché du lourd là sur ce numéro là. Il y a du dossier là. Et attention, Superman, le vrai ou la fausse série Lois et Clark, tu vois? Parce que il y avait Terry Hatcher quand même dedans, elle était pas mal, hein. Ouais, Voilà, ouais, elle ouais. était, Tu elle connais était l'anecdote à propos de Lois et Clark? Vas-y, balance. C'est que les deux acteurs pouvaient pas se piffer, mais pas ils se détestaient. Et à chaque fois qu'il y avait une scène de baiser, Terry Hatcher, qui est en fait une grosse connasse, croquait des oignons et de l'ail. Ah, carrément. D'accord, ok. D'accord. Et au cinéma, j'ai noté la sortie d'un de mes films préférés dans mon top 10. Il s'agit de Seven. Ah ouais. Alors ça, pareil, je me rappelle à l'époque, ça m'avait vraiment marqué ce film. Bah moi j'ai deux anecdotes sur ce film. Bah, malheureusement, sans faire le mec qui se la raconte ou quoi, j'avais un peu cerné la fin. Donc entre guillemets, ça m'a un peu spoilé le film. Et je me souviens qu'à l'époque, il y avait des cassettes vidéo qui tournaient pirates et on l'avait eu et en fait le film il s'appelait 7. Et on se dit mais c'est quoi ce délire? Et en fait avec le recul, en fait c'était les versions québécoises, tu sais, qui sortent en avance de la version française et du coup c'était je suis tellement content, je suis sur cette affaire. C'était Seven, ça colle bien. 7, c'est bizarre, ça fonctionne moins, quoi. Tu vois que c'est bizarre pour ce type de film, quoi. Ça fonctionnait absolument pas, quoi. Eh bien, c'est tout ce qui s'est passé d'important en 1996. Je sais pas pourquoi je prends la voix de Nico Saliagas. Et on va s'attaquer au gros du dossier avec les Chevaliers de Baphomet de Revolution Software. Alors, je vais lancer Mika. Qu'est-ce que tu pourrais nous dire des Chevaliers de Baphomet, sachant qu'on a fait il y a pas longtemps un ancêtre d'héritage qui était SRAM. Ah bah là, pour le coup, enfin moi je fais pas du tout de lien avec SRAM, je fais plutôt un lien avec tout ce que les bonnes productions de LucasArts de cette époque. Oui. Donc l'âge d'or, on va dire, des point and click, parce que là, c'est un vrai point and click qui joue complètement à la souris. Ouais. Et avec que des indications à l'écran. Et j'aimais beaucoup l'idée du scénario adulte avec un graphisme type dessin animé. Et on va un peu plus développer ça, mais je trouvais que le personnage principal, donc qui s'appelle George Stobart, un Américain en vacances à Paris, a un charisme hallucinant, quoi. C'est George Stobart, quoi. Enfin, moi, je trouvais que ça fonctionnait au niveau du graphisme. On va dire de l'environnement et de l'histoire, ça reste à mes yeux un des meilleurs point and click auxquels j'ai pu jouer, quoi. T'es d'accord avec ça, Looping? Ouais, sauf que bon, moi j'y ai joué sur PlayStation, donc à l'époque tu pouvais, il y avait une souris sur PlayStation, hein, il existait une souris. Bon, moi je l'avais pas, donc tu jouais. m'étonnes. Voilà, donc il y a très peu de gens qui l'ont eu la souris sur PlayStation. Je pense pas que ça soit vendu des masses, mais donc moi j'y ai joué à la manette. Donc à l'époque c'était même pas la DualShock. Hein, bah oui. Elle prend pas en compte les Chevaliers de Baphomet ne prend pas en compte la DualShock. Ouais. Voilà, donc ça veut dire que tu jouais avec la croix directionnelle, donc tu devais déplacer le curseur dans l'écran avec ta croix directionnelle. Donc bon, j'imagine qu'il fallait pas être trop pressé pour passer autour de l'écran. Moi, pour avoir joué aux deux versions, bon, évidemment, il s'y prêtait complètement sur PC. Ouais. Et bon, après, je l'ai refait sur PlayStation. Bon, c'est clair qu'à la manette, ça le faisait
pas, mais il me semble de mémoire que quand t'activais la touche R1 ou R2, ça te faisait accélérer le pointeur. En fait, ils ont mis pas mal de raccourcis. Donc ouais, quand t'appuyais sur R1, t'accélérais le pointeur. Quand t'appuyais Voilà, sur c'est ça. L1 ou R2, en fait, tu le ralentissais au pixel. Et D'accord. sinon, après, t'appuyais sur triangle, t'allais directement sur la barre de l'inventaire. Et t'appuyais sur X, t'allais directement sur la barre des dialogues. Donc De ils toute avaient façon, vraiment raccourci un peu cette maniabilité. Ouais. dans mon souvenir, j'ai pas un souvenir d'être rebuté par la maniabilité. Donc, je pense pas que c'est ça qui pouvait te refroidir, quoi. Ouais, il y avait autre chose pour refroidir, mais on en parlera plus tard. Ouais. Et toi, Subi, histoire de nous parler un peu plus de chez Baphomet, on a parlé de la maniabilité de point and click. Par rapport à l'âge d'or des productions LucasArts, comme a dit Mika, quelles étaient les avancées, les innovations de Broken Sword? Je sais pas si c'est une avancée ou une innovation, mais en tout cas, ce qui changeait radicalement, c'est qu'en fait, par rapport au LucasArts, tu n'avais plus le système SCUM, tu sais, le système classique de LucasArts. Là, c'était vraiment, en gros, tu interagissais avec les objets directement du décor, Ouais. et après, tu les mettais dans ton inventaire, et c'était à toi d'associer les objets s'il y avait des associations à faire, ou en tout cas de les redonner après au personnage pour faire avancer l'histoire. Mais tu n'avais pas tout ce système SCUM avec les différents mots que tu pouvais utiliser, verbes. Et donc là, c'était vraiment que le vrai point and click dans le sens du mot, c'est-à-dire tu pointes l'objet, tu le récupères et tu le refais pour autre chose, quoi. À toi de trouver la combinaison qui te permettait d'avancer. Et des fois, ça pouvait être des combinaisons absolument tordues. La question qu'on peut se poser, c'est finalement, est-ce que ça avait été développé en pensant au gameplay de la PlayStation, peut-être? Ouais, pour la simplifier, oui. Voilà, tout à fait, ouais. Bah tiens, on va en parler de ces deux versions avec Mika, vu que tu as eu la chance d'avoir les deux. Côté technique, est-ce que c'était différent? Est-ce que la version PC était vachement supérieure ou c'était kiff-kiff? Non, c'était rigoureusement identique. Hein. Ah Il ouais n'y avait pas de, enfin, dans mes souvenirs en tout cas, il n'y avait pas de moins bien ou plus mieux ou, enfin bref, c'était à part évidemment la maniabilité manette, mais graphiquement, dans le déroulé du jeu, c'était rigoureusement identique, quoi. Il me semble juste, il y avait un truc qui était assez différent du fait qu'il n'y avait pas de disque dur sur la PlayStation, c'est que les temps de chargement étaient plus longs. Si je dis pas de bêtises. Hein. Ça, oui, les temps de chargement, c'est juste une horreur. Et il me semble dans mes souvenirs que c'était assez pénible, ça. Mais moi, j'ai une question. Oui, sur cette version PC, est-ce qu'il y avait un menu? Oui. Parce que sur version PlayStation, il n'y a pas de menu. Attends, tu me poses une colle. Qu'est-ce que menu? C'est genre charger sauvegarde. Non, ça charger sauvegarde, il y a quand tu appuies sur Select, mais quand tu lances le jeu, tu tapes l'introduction qui était géniale. Ouais. Et après, tu tombais dans la première partie du jeu, tu étais obligé de passer rapidement le discours de Stobart et d'appuyer sur Select pour charger ta partie. Ah, oui, je m'en souviens. Là, t'appuies sur échappe et t'as directement accès aux sauvegardes, au tout. Ouais, parce que au début, t'appuies sur Select, il n'y a pas de... comment c'est bizarre. Dans le 2, ils ont mis un menu, mais dans le 1, à part si mon CD il est complètement buggé, mais donc on j'ai se toujours tapait connu toute la l'intro, version. Ouais, tu la zappais, tu tombais sur cette magnifique pièce de cuivre qui tournait pendant 10 minutes. Ah oui, ça c'était horrible. Et après, t'étais obligé de passer Stobart en train de parler, mais il n'y avait pas de menu. Non. Enfin, dans mes souvenirs, il me semble que tu pouvais directement accéder à tes sauvegardes. Donc là, pour la première fois dans la case rétro, on attaque un jeu. Bon, je vais mettre SRAM à côté, hein, les gars, vous m'en voudrez pas. Où finalement l'histoire et tout ce qui fait la forme du jeu va être beaucoup plus importante que le gameplay, qui on a dit très simple. Hein, on va revenir un peu sur le gameplay. Et donc là, c'est la première fois où on tombe sur un jeu rétro où finalement on aura beaucoup plus à dire sur son histoire, l'humour, les personnages, l'aventure qu'a été ce jeu, plutôt que sur le gameplay. Donc est-ce qu'on pourrait d'abord passer sur le gameplay, voir un peu les différentes choses qui vous ont marqué à cette époque-là, s'il y avait des trucs qui étaient rebutants, s'il y avait des trucs qui étaient excellents, que vous avez dit putain ça c'est génial dans le jeu. Je vais commencer avec toi, Subi.
je veux pas faire mon troll, mais perso, il y avait rien que je trouvais extraordinaire dans le gameplay, parce que c'était vraiment, j'étais capté par le graphisme, l'humour, l'histoire. Mm. Ce qui m'a vraiment marqué, ce que je me rappelle à l'époque, c'était vraiment le côté, en gros, tu récupères un objet et après, c'était déjà la première étape. Alors, je vois si je peux l'associer avec tout ce que j'ai dans mon inventaire. Alors, tu cliques et tu cliques sur tous les autres objets, tu fais clic, 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 clic. Non, ça marche pas. Ah, il y a un mec. Bon, bah alors attends, je vais lui montrer tous mes objets que j'ai en poche. Clic, 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 clic. Ouais, clic, c'est clic. vrai, c'était ça. Ouais. C'était vraiment ça qui m'a Ouais. marqué, tu sais, c'est le côté, tu reprends. Alors des fois c'était marrant parce qu'il y avait certains trucs, certains objets où tu avais des interactions rigolotes, dans le sens où il y en a, t'avais jamais, en gros on te disait non, ça sert à rien, et d'autres où t'avais, ça servait à rien, mais on te faisait un peu d'humour, surtout avec le mouchoir Le mouchoir, voilà. sur Ouais. lequel t'as la, enfin Le maquillage. le maquillage du clown. Le clown. Du Le clown. Donc voilà, donc c'est là t'avais des trucs rigolos ou je sais plus si c'est dans le 1 ou dans le 2 où t'as le quand tu veux serrer la main avec le truc Le électrique, vibrator, c'est dans C'est le dans le premier. C'est dans c'est le dans le premier. premier. Pareil où t'as un peu d'humour là-dessus, mais voilà, c'était un gameplay finalement qui était vraiment je prends un objet et après je cherche désespérément à qui il faut que je fasse interagir, donc je prends toute ma liste et je lui balance, même si des fois en plus ça te semblait extrêmement con, hein. Il y a vraiment des trucs tu disais Mm. non c'est pas possible, mais bon dans le doute je le fais quand même parce qu'on sait jamais quoi. C'était quand même moins foufou que les Monkey Island. Oui, Ça allait c'est moins dans pas fou. le Dans délire. le burlesque. Ah, Ouais. il y avait des trucs sympathiques, hein. Moi, Mhm. j'en ai relevé deux, trois à un moment quand il est dans la bouche, dans les égouts et qui retrouve le nez du clown. Je suis désolé, hein, je peux pas dire clown, hein, parce que Non, non, on peut pas. Ouais. on peut pas. c'est l'identité du jeu, hein, c'est le clown. Clairement. Parce que oui, c'est vrai qu'on n'a pas rapidement expliqué l'histoire, mais grosso modo, George est en vacances à Paris et il se retrouve au mauvais endroit au mauvais moment, c'est-à-dire qu'il est victime d'un attentat au bistrot à lequel il De la prenait, chandelle verte. voilà. Et je crois qu'il prend de l'absinthe. Non, c'est dans le Non, second. ça c'est dans le 2 boîte qu'on de parle de l'absinthe. Et bon bah du coup il décide de faire son justicier en herbe parce que je pense Oui. que c'est pour les beaux yeux de la nénette, hein, de la journaliste qu'il rencontre, hein. C'est aussi parce qu'il est américain. Elle aussi, ouais. Et C'est un super héros. bah, du coup il se retrouve à fouiller les égouts de Paris. Enfin c'est assez drôle. Et tout ça pour dire qu'à un moment il trouve un indice en le nez du clown. Mhm. Et il le présente à un des intervenants du jeu en disant bah mettez-le et tout la personne répond bah non je vais pas le mettre, c'est dégueulasse, enfin un truc comme ça quoi. Et Mm. bah, je sais pas, ça m'avait Quand tu montres le nez du clown à Nico, Nico il fait t'as vu ce qu'il y a dedans? Et il dit bah ce qu'il y a dans tous les nez, non? voilà, bah, c'est ça la truc. Et bah, je sais pas, c'était plein de petites choses comme ça qui faisaient vraiment le sel du jeu, qui était vraiment excellent quoi. Mais vraiment le coup du mouchoir, c'est genre ah jette ça à la poubelle, c'est dégoûtant George. Et en fait c'est un indice super important en plus dans le jeu quoi. On a parlé des combinaisons, mais il faut aussi noter qu'il n'y en avait pas tant que ça dans le 1 à combiner objet et objet. Il y en Ouais. avait pas énormément. Il y en a, Non, ça pas se retrouve beaucoup, beaucoup plus dans le 2, et dans le 1, il y en avait moins. Par contre, moi ce que j'ai noté dans le 1, c'est aussi que c'est, entre guillemets, hein, c'est assez ouvert, c'est assez libre. C'est-à-dire quand on est dans la carte, on tombe sur une carte de Paris, et on a différents lieux où aller, et c'est à nous de choisir où on va. Alors des fois on peut aller dans un lieu où on a strictement rien à faire pour l'instant, et donc on se retrouve à repasser les écrans, c'est à la ligne près, c'est on balaye l'écran pour savoir j'ai loupé un truc, c'est pas possible. Et ça on le retrouve moins dans le 2 parce que dans le 2 c'est un peu plus linéaire, mais c'est vrai que pour le premier ça se passe quand même essentiellement autour de Paris ça. Bah, c'était un peu le problème, c'est que tu avais quand même une map qui se débloquait au fur et à mesure du jeu. Donc tu pouvais être dans Paris et partir à l'étranger. Et finalement, quand tu étais bloqué dans le jeu, donc quand tu tournais en rond, tu pouvais vite craquer parce que voilà, refaire tous les tableaux, parce que finalement chaque lieu c'était à peu près on va dire deux tableaux successifs qui se suivaient sur un scrolling. Et finalement quand tu étais bloqué dans le jeu, des fois c'était un peu lourd quoi. Oui, parce qu'on le rappelle, entre chaque plan il y a un temps de chargement. Voilà. Qui était très long sur PlayStation. Voilà. Tu vas... C'était vraiment le truc problématique sur PlayStation. C'est pour ça que moi je pense que je l'avais plus apprécié sur PC. Subi.
Ouais, comme je voulais dire, ça c'est le deuxième truc qui m'avait tué avec le passage de la 3D, au-delà de la 3D qui était très moche. Les loadings. C'était les loadings bah, pareil, tu passais des jeux cartouches où le loading, tu ne savais pas ce que c'était, à des jeux où je me rappelle des premiers Motor Racer ou autres, où j'avais mes potes qui faisaient attends, viens, on va faire un circuit. Et... Monsieur, Amstrad CPC, c'était pas mal les chargements de disquettes aussi, hein. L'Amstrad, quand le jeu était lancé, il était lancé, quoi. Oui, Ouais. il fallait le lancer, quoi. Voilà, mais après, C'était quand même pas le même niveau, hein, franchement. Ah ouais. Je veux Ah pas être ouais. méchant, c'était quand même pas le même niveau. C'est pas faux, Ouais. c'est pas faux. Donc on passait énormément de temps à attendre, mais on attendait pourquoi au final. Est-ce qu'on va parler un peu de cette histoire? Mika a parlé un peu, voilà, George Shebart, un Américain en vacances à Paris. Quel était un peu le background de cette histoire, Looping? En fait, donc George, comme disait Mika, donc il est sur le lieu d'un attentat, et donc comme tout bon Américain, il décide de mener l'enquête, et donc il rencontre une journaliste qui est sur place, qui s'appelle Nicole Collard. Donc voilà, il fait sa rencontre, il sympathise, et en gros, il décide de s'associer pour mener l'enquête, parce que elle cherche le scoop, de sa vie pour évoluer dans la presse. Donc ils décident de s'associer et ils partent donc à la recherche d'indices pour remonter parce qu'en fait, on n'a pas dit, mais George, quand il est assis au café, il voit un clown passer, rentrer dans le café avec un accordéon, et il ressort sans l'accordéon, mais avec une mallette. Ouais. En fait, il a fait un échange dans le café, et donc dans l'accordéon, on suppose qu'il y a la bombe. Donc à ce moment-là, donc il va décider de mener l'enquête, de fouiller sur place, où là il va rencontrer d'autres protagonistes du jeu. Donc il y a l'inspecteur Rosso, je crois. Rosso, ouais. Et Voilà, Rosso. L'agent Mou. L'agent Mou, voilà, que tu peux aller après voir au commissariat. Ils sont géniaux d'ailleurs eux. Hein. Ouais, excellent, voilà. Ouais. Franchement. Et il y a plein de personnages comme ça secondaires qui sont pleins d'humour, et tes investigations feront que tu te retrouveras dans d'autres pays, dont le premier c'est l'Irlande. À Lockmern. Voilà, dans un bar, dans une taverne, Il est une génial bonne ce taverne. passage. Voilà. Mais tu te avec, souviens ce que dit George Shebart la première fois qu'il se fait braquer par les flics? non. Ne tirez pas, je suis américain. Non, c'est pas tout. C'est pas ça? Ne tirez pas, je suis innocent, je suis américain. Ouais, voilà. C'est C'est pour énorme. ça que j'adorais, c'était l'humour, quoi. L'humour Oui. était énorme. Mais en fait, pendant très longtemps, j'ai cru que c'était un jeu français, moi. Et, Ouais, moi aussi, Con moi comme aussi. j'étais petit, moi, je vois Paris, je vois Charles Cécile. Bon, Mm. Charles Cécile, c'est un français. Puis, Mm. oh, c'est en français, les voix sont en français. Bon, c'est en français. Et en fait, non, c'est un jeu anglais. Mais en fait, on le retrouve dans l'humour. Ça, c'est un humour très anglais. Looping, tu as dit qu'on Ouais. voyageait à travers l'Europe. Toi, de ces voyages, de ces pérégrinations de George Shebart, qu'est-ce que tu as retenu? Est-ce que le dépaysement était présent ou pas? Ouais, le dépaysement était là, mais pour moi, ça, je vais parler pour moi, c'était pas finalement les passages que je préférais. J'aimais vraiment être à Paris. Mm. C'était vraiment là où il y avait les personnages qui me marquaient. Donc, je trouvais ça super sympa, les différents voyages. Je sais plus, il y a combien de destinations dans le premier. Il y a l'Irlande, il y La a Syrie L'Espagne Ouais. aussi. ouais, la Syrie, l'Espagne. et Ah. l'Écosse. Ouais, je sais plus. Il y a Ouais, quatre, c'est- il y a 4 pays, ouais. Mais je trouvais ça sympa. Mais après, je préférais quand même l'ambiance Paris, quoi. C'était vraiment ce qui, pour moi, faisait une marque vachement sympa dans le jeu, quoi. Mais c'est bien parce qu'en fait, c'était pas juste un voyage en avance, c'était je vais là-bas, mais hop, je reviens à Paris parce que j'ai des trucs à faire à Paris, je vais voir Nico, machin. Hop, j'ai trouvé un nouvel indice, hop, je vais aller là-bas. Donc en fait, c'est vrai que c'était cool ça de se dire que Paris c'était un peu le centre, point névralgique du jeu et on voyageait un peu là histoire d'avoir un peu de variété. Moi, j'ai trouvé ça génial, moi à l'époque. Un truc aussi qui était marrant, qui rapprochait encore plus l'aventure de Paris, c'est qu'on pouvait appeler, on avait le téléphone qui est beaucoup moins présent dans le 2, c'est qu'on pouvait appeler, quand on voyait un téléphone, on pouvait appeler Nico pour lui dire ce qu'on était en train de faire. Et là où c'était quand même, à mon sens, une petite erreur, c'est que moi je m'attendais à ce qu'elle donne des conseils, parce que quand Ouais. tu commences le jeu, tu découvres le jeu, ça fait 4 heures que t'es dans ce bar, tu sais pas quoi faire. Avant que tu comprennes qu'il fallait retirer la serviette du gars qui était accoudé au bar. Oui. T'appelles Souvent, Nico. en fait, elle t'envoyait souvent chier quand Oui, même. voilà, hein. t'appelais pour rien. Salut Georges, qu'est-ce que tu fais? Oh, je suis en Irlande. D'accord, prends soin de toi.
c'était ça. Et d'ailleurs en Irlande, j'en parlais avec Mika l'autre jour, il y avait l'histoire d'une pauvre bête, Mikado. Tu t'en souviens de ça? Vas-y, développe. Une bête à cornes, De quoi, la chèvre? la chèvre. Ah oui, pardon, oui, une énigme super tordue avec la chèvre. Traumatisant. Je sais pas, ça m'a traumatisé quoi. Et en fait, j'ai regardé, je te dis, un petit peu l'historique du jeu et c'est le truc marquant du jeu après le clown, je trouve quoi. Parce que l'énigme de la chèvre, avant de capter ce qu'il fallait faire, Mais parce qu'en fait, à un moment, tu te retrouves à un passage où t'es dans un champ et tu dois aller rejoindre, si je dis pas de bêtises, l'archéologue sur son lieu de travail. enfin, il y a pas d'archéologue, mais ouais, tu dois descendre dans la crypte. Voilà. Et tu te retrouves nez à nez avec une chèvre et je me souviens plus quelle est la solution pour passer cette chèvre, mais à chaque fois que tu essayes d'avancer, et pourtant elle était attachée à un poteau et tout, hein, mais elle te shootait, elle te mettait des coups de corne et je sais pas, ça m'a traumatisé quoi, j'arrivais pas à le passer quoi. Je crois que j'avais même regardé la solution alors que c'est un truc évidemment stupide à faire quoi. Et c'est un truc sur lequel j'aimerais revenir, c'est que quand on parlait de point and click, où là on avait quand même précisé qu'il y avait beaucoup moins d'associations d'objets que par exemple dans le 2 ou que dans d'autres point and click. Là il y avait quand même pas mal d'actions un peu uniques qui sortaient de l'ordinaire. Je pense par exemple à un moment on doit humidifier une serviette et la porter à un certain endroit, toujours mouillée, et si on prend trop de temps elle sèche et hop faut revenir. Et là pareil, le coup de la chèvre, tu vas à gauche, tu te fais défoncer, tu vas à droite, tu te fais défoncer, et tu comprends que bon là après 1996 on peut le dire, puis vu que ça épargnera beaucoup de gens de crise de nerfs, c'est qu'en fait tu vas à droite, tu te fais défoncer et immédiatement tu vas à gauche, histoire qu'en fait histoire de bouger une route de chariot, histoire que la chèvre s'accroche. Mais ça tu le vois pas assez, tu sais que t'as un truc à gauche et que t'as un truc à droite, mais tu sais pas qu'il faut faire droite gauche super vite. Et ça surtout sur PlayStation où en gros ça ramait. Bah ouais, donc c'est vrai que sur Play c'était vraiment une torture parce que tout ce qui était téléchargement et vraiment le coup de la chèvre, il fallait vraiment cerner qu'il fallait faire des allers-retours super vite et ce qui était pas du tout optimisé pour cette console à l'époque quoi. Et est-ce que vous vous rappelez dans le même style d'action un peu unique de l'hôtel Ubu où on devait sortir avec le parchemin? Oui. Je m'en souviens moi. J'ai passé des heures à comprendre comment on faisait, hein, perso. Bah pareil parce que en fait, justement ça je voulais en parler parce que Vas-y. dans le genre personnage entre guillemets emblématique, quand t'arrives à l'hôtel Ubu où tu dois chercher, on va dire le tueur, on va pas tout dévoiler non plus. Le clown. Le clown, tu te retrouves nez à nez avec deux malfrats mais caricaturaux au possible. T'en as un, La fouine. à mon avis, ouais, je crois que c'est Robert, tu vois, c'est genre le mec, il a le béret sur le crâne, il a deux cerveaux à la place des muscles. Ouais, voilà. Et en fait, son acolyte, c'est là, mais avec un L et un A majuscule, la caricature italienne du mafiosi, quoi, avec à la Wario, tu sais, non, à la Waluigi, là. Ouais. Je peux t'aider, non, ne passe pas comme ça. Et je sais pas, ça m'avait dépouillé, quoi. Vraiment, c'était, en plus avec la gueule qui va avec, tu sais. Et c'est vrai que l'énigme de l'hôtel, j'avais vraiment galéré parce qu'à un moment, tu dois te ressortir avec le parchemin que t'as revolé au tueur. Et en fait, les mecs, quand tu sors de l'hôtel, ils te dépouillent, ils te font une fouille en règle en se présentant comme étant l'autorité, quoi. Ouais. Et en fait, il faut aller dans la chambre voisine, si je dis pas de bêtises, jeter le parchemin super précieux, super rare et tout par la fenêtre, limite dans les poubelles, pour que les mecs, ils te sortent, tu te trouves rien et que tu fasses le tour du bâtiment, quoi. Mais le truc qui était horrible là-dedans, c'était que tu savais pas au début que quand tu sortais, les mecs allaient te fouiller et te défoncer parce que quand ils prenaient le parchemin sur toi, ils te jetaient d'un pont de Paris dans un sac avec un poids au pied et tu crevais. Et tu tombais sur une pierre tombale, George Tebart. C'est ce que j'allais te demander, il me semble que t'as game over direct, quoi, non? Oui. Et alors tu vois, ok, d'accord. Bon bah je recommence. Dans ces moments-là, on essaye toujours des grosses conneries. Moi, j'ai essayé de mettre le vibrator avec le parchemin. Je me suis dit, le mec il va me fouiller, il va être électrocuté, je vais pouvoir partir. C'est au bout d'un moment, quand t'as plus de solution, tu te mets à imaginer des trucs totalement crétins.
Ouais, c'est ce que je disais tout à l'heure. Au bout d'un moment, tu fais toutes les associations qui te passent par la tête. Tu dis, mais c'est con, mais c'est pas grave, j'essaye, on sait jamais. Voilà, Quoi. c'est ça. Mais le jeu était assez dur quand même pour l'époque. Moi j'en garde quand même un souvenir où j'ai quand même bien galéré sur le jeu. Ouais, mais tu vois, bizarrement, là, quand je l'ai refait sur version iPhone, finalement, je l'ai fait presque d'une traite. Je sais pas si c'est parce qu'après, c'est l'habitude de. Finalement, tu sais, plus de recul. Et quand moi, à l'époque, j'étais ado, donc c'était peut-être un peu plus Ouais, compliqué. mais Il y a des aides sur la version. ouais, voilà, Director's c'est ce que Cut. j'allais mais je dire. m'en suis C'est pas c'est la servi. Director's Cut en fait. C'est la version qui est ressortie sur DS et PC Et oui. il y a quelques temps. Ouais, Et mais les moi aides, tu t'en j'ai servir. regardé, j'ai joué un petit peu sur DS et j'ai vu quelques vidéos. Il est vachement plus assisté parce que en fait ça te met les points où il y a une interaction qui est possible, si je dis pas de bêtises. Ouais. Et à mon sens, ça t'aide vachement trop quoi. Puis en plus t'as des aides. Oui, si tu trouves pas, tu peux aller dans un menu. Tu vas dans un menu et t'as trois ou quatre étapes d'aide. En fait, tu demandes une première aide, donc il te met une indication, une deuxième, une troisième, une quatrième. À la quatrième, il te dit carrément ce qu'il faut faire, quoi. Non, mais déjà que le fait d'avoir une petite icône qui clignote quand tu t'approches d'une interaction, déjà c'est un peu abusé pour un jeu de cette époque. Je vais rebondir là Ouais. parce que je suis pas tout à fait d'accord. En fait, si tu veux, ils ont pas eu le choix de le mettre Ah bon? parce que là, on en revient. Enfin, je parle pour la version en tout cas iPhone, iPod parce que la maniabilité est telle que ça, c'est le gros défaut de cette version-là. Que en fait, si tu veux, il y a des moments, tu sais pas si finalement tu as lancé l'action ou pas. Ah oui. Donc du coup, c'est contrairement à une souris ou autre, tu cliques et tu sais que c'est bon. Et tu Là, vois le t'appuies. pointeur changer d'icône surtout, ouais, c'est Ouais. vrai. Et là, t'appuies, et des fois, t'es là, tu fais, putain, allez, va là-bas, va là-bas, va là-bas. Putain, tu vas aller là-bas, connard. Tu sais, mais des fois, Ouais. moi, sur la version iPhone, j'ai cru que j'allais balancer l'iPod à travers la fenêtre parce que, tu sais, ah, ça veut pas. Par exemple, au début du jeu, tu sais, il y a un moment, tu te retrouves avec des énigmes. C'est quand t'es avec Nico. Tu vas en dessous là, tu sais, t'as un grillage, tu rentres, je sais Ah plus ouais, où, oui. Paris, sous les ponts. Ouais, ça Et il c'est y a un les moment où ajouts de tu la passes, version Director's Cut, ouais. Et en Et fait, bah- on n'a pas, excuse-moi, subi. C'est en fait juste pour dire la version Director's Cut, t'as l'avant l'attentat en fait. T'as un jour avant avec Nico. Oui. Voilà, avec la Parce que journaliste. Nico n'est pas jouable dans le 1. Oui. Voilà, c'est ça. Normalement. Voilà. Et Voilà, donc, c'est ça, tout à fait. dans ce passage-là, dans la version iPhone, et ben, t'arrives à un moment, t'as une énigme où il faut que tu sais, c'est le truc classique, tu sais, où t'as plein de barres, tu sais, de différentes formes, avec un trou, et il faut que tu ramènes, genre, le truc à un autre endroit. Et ben, cette étape-là, version iPhone, elle est injouable parce que Ah les bon barres, tu sais, tu passes ton temps à appuyer au moins 3 ou 4 fois pour que Ouais. la barre soit véritablement prise en compte. Ah. Et honnêtement, j'ai failli arrêter cette version-là au début du jeu parce que ce truc-là m'énervait tellement que j'ai fait, j'ai failli jeter mon iPod et faire OK. J'ai eu la même, ouais. J'ai galéré pour enlever le verrou. Et Ouais, l'autre, pareil. moi j'aurais Ouais. cru que c'était justement super bien foutu pour un iPod, un truc comme ça. Ah non, je t'assure que la maniabilité est une torture. Vraiment, ça, là-dessus, c'est une De toute manière, catastrophe. les point and click, moi je les imagine difficilement sur iPhone. Autant ça s'y prête hyper bien sur DS, ça fonctionne bien parce que entre guillemets t'as la notion de souris avec le stylet. Autant avec les doigts de bûcheron sur l'iPhone, je pense pas que ça fonctionne à l'identique. Enfin, Autre point qu'on peut aborder aussi sur la version Director's Cut, c'est les voix, les sons des voix. Et malheureusement, le problème, c'est qu'ils ont rajouté des nouvelles voix et qu'ils ont intégré aux anciennes voix du 1. Donc ça fait que des fois, dans une conversation, t'as Georges qui va parler, il va parler d'un certain son, et d'un coup, t'as l'impression d'entendre un vieux téléphone parler, C'est parce clair. que ça va être la voix du 1. Alors le mec, il va faire, oui, salut, mais ouais, ça va, tu vois. On retrouvait c'est- sur PlayStation c'était- aussi ce petit souci. c'était de- déjà le cas dans la Ouais. version de base. Mais c'est encore plus le cas dans la version Director's Cut. Et moi je me souviens que ça m'avait choqué. T'avais l'impression qu'il y avait des raccords mais foireux quoi. Voilà, Où, c'est ça. Ouais, tout à où fait. le son était propre et d'un coup il parlait dans T'as son l'impression téléphone c'est cellulaire. que quoi. quelques mois Ouais. avant la
avant la sortie du jeu, t'as Charles Ceci qui a fait merde, attends, il nous manque des Ouais. répliques, on va rajouter. Viens là, vas-y, dis ça. Mais j'ai pas dit trop. Bah tiens, C'est prends le mon mec qui fait le téléphone. ménage au studio. Oui, voilà, tiens, j'ai un dictaphone, vas-y, Et, enregistre, voilà, et, voilà, c'est bon. Pour avoir regardé quelques vidéos de la version Director's Cut, c'est encore plus flagrant. Hein. Mais oui, parce que là, il y a Mm. encore des nouveaux trucs qui sont Parce qu'en fait, le problème de la version Director's Cut, c'est qu'elle commence avec un passage inédit. Donc ça fait que tu commences le jeu avec des dialogues qui sont bien doubles, enfin qui sont techniquement propres, et que d'un coup, ça, tu vois, quand tu arrives à un moment où ça va se lancer une voix tirée de la version de 96, tu fais oh, qu'est-ce qui s'est passé? Oui, alors comment t'allais? Déjà, je te dis déjà à l'époque, c'était le cas. Le son, bon, Ouais. tu sentais que c'était bien compressé déjà à la base pour que ça tienne sur une galette, quoi, un CD. Pas faux. Et des fois, c'est ultra compressé, quoi. Tu passes d'un MP3 en MP3 version téléphone. Enfin, je sais pas comment on dit. Mais, On va parler un peu du son là, vu on est en plein dedans. On va parler des doublages et de la musique. On peut aussi noter aussi qu'il y a plein de personnages qui sont doublés par le même acteur qui essaye tant bien que mal de changer sa voix. Mais, Il change d'intonation. oui, voilà, c'est oui, alors comment allez-vous après? Oui, alors comment allez-vous? Mais moi, ça m'avait pas interpellé, ça, curieusement, parce Bah, que si. Ah, si. Ça- parce que George avait tellement une voix emblématique. Je sais plus Mm. comment il s'appelle, tiens, le nom du comédien qui le double. Ça serait utile de le trouver. Emmanuel Curtil, c'est le doubleur ben, de voilà. Jim Carrey. Bah tu vois, j'aurais jamais fait le Mais lien. en fait, le fait que certains second rôles choquent, en fait, ce que je veux dire, c'est que c'est surtout qu'ils sont doublés par un grand monsieur qui c'est Michel Leroyer. Pour les fans de Lost comme moi, c'est le mec qui double John Locke. On la reconnaît super bien sa voix, et donc en fait, tu sens, parce que bon, c'est un très bon acteur, mais tu sens que c'est lui, quoi. Son intonation, c'est la seule, quoi. Et même le doubleur de André Lobino, il revient 4 ou 5 fois sur le Ouais. personnage. C'est marrant, pourtant je suis super sensible au doublage des voix. Alors là, vous voyez, Mickey est en train de parler avec le micro PlayStation 1 des Baphomet. C'est- Hein, je suis très sensible au doublage. Et à l'époque, ça m'avait vraiment pas interpellé. Enfin, maintenant que tu as pourri le truc, j'écouterai plus le jeu pareil, Mm. mais en tout cas, ça m'avait pas interpellé, quoi. Juste la voix de Nicole, je la trouvais un peu conne. Mais ça, c'est. Elle est française. Ouais, mais C'est les sa Anglais voix, qui ont fait le jeu. Ouais. Non, mais je la trouvais, même la nénette, je la trouvais un peu con, mais contrairement à Georges qui avait un charisme hallucinant, quoi. Mais on le retrouve dans le jeu, ça, Georges, il souffle souvent de sa gueule. C'est que Georges, c'est pas un journaliste, il va aux quatre coins du monde. Et elle est toujours dans son appart en train de gratter sur son papier. Et il C'est fait vrai. Et À tu un as trouvé moment, quoi? Rien. D'accord. C'est comme ça que tu cherches? C'est vrai, ouais. Justement, il est dans son appart et il tombe sur un magazine, genre Voici, et il lui dit, tiens, tu lis ces conneries, enfin, il dit pas ça comme ça, parce qu'il est pas, et non, elle fait, je fais mieux que ça, je les écris. C'est Baphomet. Voilà. Mais j'aime bien justement toutes ces relations entre les personnages qui étaient vachement sympas parce que pareil entre Stobart et Lobino qui se battent pour Nicole, c'était vachement sympa, j'adore. Et dans le 2, je trouve ça encore plus sympa quand en gros enfin entre Stobart et Lobino, c'est vraiment la guerre quoi. Ouais. C'est celui qui va avoir la gonzesse quoi. Mais ça qui a été bien aussi, c'est qu'ils ont gardé les personnages. C'est que il y a Lobino, il y a Nicole Collard, il y a George Stobart, il y a Flap et Grido qui viennent souvent, les deux malfrats. Il y a Dwayne et Pearl, les deux gros de l'Ohio, qu'on retrouve même dans le 3 et le 4. Peut-être pas dans le 4, mais bref. Et c'est vrai que ça te permet de t'attacher à mort à ces personnages d'un épisode à l'autre. Et surtout avec les relations qui changent. Et tu l'as dit, celui avec Lobino. Au début, Lobino, c'est le mec qui va te donner toutes les informations que tu veux sur l'histoire, le background du jeu. Alors que dans le 2, il cherche, c'est même pas ça, c'est juste ah, t'as filé un string rouge à Nicole. Ah ouais, d'accord, ouais, ok. Faut le noter aussi, on n'a pas noté, c'est que il y a des cinématiques en dessin animé qui tuent la gueule. Ouais. On se croit un peu dans Dragon Slayer, c'est un peu le même design Carrément. de Dragon Slayer et Titan AE. Le mec qui a créé ces deux trucs, ça ressemble à ce design-là. C'est vrai que quand j'avais été voir Titan AE, qui est entre parenthèses un super super film. animé, Le héros, Ah, il moi, t'a fait j'avais- penser à quoi? à George. C'est clair, c'est Mais direct, quoi. oui, C'est le héros de Titan AE, c'est George Stobart. c'est George Stobart, quoi. Version futuriste. C'est clair. Avant qu'on passe sur le deuxième opus, Mika, t'as un truc à rajouter sur le Chevalier de Baphomet?
Oui, un truc qui était assez rigolo, c'est que bon, encore une fois, comme on n'arrête pas de dire, c'est George est le personnage charismatique du jeu, mais je trouvais que les personnages secondaires avaient tout aussi leur aura à eux, quoi. Je pense notamment à l'anglaise dans l'hôtel Ubu, qui est une lady et tout, mais qui est complètement barrée, et son trip, c'est de tourner en bourrique le réceptionniste de l'hôtel qui est moi à mon sens qui est divin parce que le mec bon tu dis bon il est un petit peu précieux, il est dans Voilà, son rôle précieux. et tout, puis à un moment la lady, je me souviens plus de son nom, c'est dommage qu'elle avait un Piermont. nom à la con. Lady Pardon. Piermont. Exactement. Elle lui dit, elle commande au réceptionniste de lui, je sais pas, d'aller lui chercher un truc dans son coffre. Ouais. Et le réceptionniste, il tortille du cul, hein, faut dire les choses, quoi. Il est plus que précieux, hein, il s'en cache pas du tout, quoi. Hein. Et je sais pas, peut-être, je veux dire, en 96, on était un peu moins, on va dire, open, hein, si je puis dire, qu'aujourd'hui, on avait plus d'a priori. Et je sais pas, je me souviens qu'à l'époque, j'avais trouvé ça super fandard, quoi. Vraiment, c'est un des moments cultes du jeu, quoi. Ouais, c'est vrai qu'il y avait d'énormes personnages et c'est pour ça je pense aussi qu'on s'est rappelé et qu'on a apprécié ce premier épisode, c'était que non seulement l'histoire était super cool, quoi, on parlait des Templiers, machin, on voyageait dans toute l'Europe, le personnage était génial, les seconds couteaux étaient aussi tordants. Et, moi je sais pas si vous vous rappelez de ce jongleur, du débat avec le jongleur devant l'abbaye du Oui. Faucon, où il dit hey, t'es un juggler? Un quoi? Qu'est-ce que c'est? Bah là, t'es en train de juggler? Non, je suis un jongleur. Un jongleur? Qu'est-ce que c'est? Et là, Un il dit- serial killer. oui, voilà, c'est exactement ça. Et il dit non, mais c'est les jongleurs à l'époque, tous les rois en avaient, c'était des postures super importantes. Et là, Georges, il le tue. Il fait ah oui, j'imagine bien un roi avec plein d'occupations, des assauts à régler, des royaumes à gouverner. Mais heureusement qu'il avait Jojo le jongleur pour jouer à la baballe. Ouais, c'est George. Il l'a tué. George, tu l'invites à un dîner, tu passes une bonne soirée, je C'est pense. clair. Et avant de passer aux deux, Looping, t'aurais pas une petite anecdote bien à toi à nous pondre? Ah, j'en ai plusieurs, mais j'en ai une qui est pas mal. Je sais pas si vous vous rappelez en Syrie le petit Nero qui est devant la boutique avec son chat. Ouais. Et en fait, à un moment, Georges, il lui parle et puis il est étonné parce que c'est un petit Syrien et il parle très bien le français. Ok, Français. je vois où tu Voilà. vas. Vas-y. Et Georges, il lui dit, comment ça se fait que où tu as appris, tu as des livres et tout ça? Il dit non, j'ai pas des livres. Il dit, c'est mon cousin qui m'envoie les cassettes du Club Dorothée, Hélène et les garçons, tout ça. C'est énorme. Quand j'ai vu ça, j'ai trouvé ça énorme. C'est toujours présent sur le Director's Cut, ça? Tout à fait. Ouais. Ah merde, Ah les ouais. petits, ils doivent pas savoir de quoi ça parle. Voilà, il dit oui il dit oui, j'ai appris le français avec les cassettes Club Dorothée, Hélène et les garçons, il te cite deux trois titres comme ça quoi. Mm. Donc quand j'ai vu ça, je m'en souvenais plus. À vrai dire, je m'en souvenais plus qui a été sur la version originale, mais excellent. Et sinon oui, une autre petite anecdote, à savoir que en Europe, chaque pays avait un titre différent en fait pour le 1. Donc en France, c'était les Chevaliers de Baphomet. En Allemagne, c'était la Malédiction de Baphomet. En Italie, c'était le Secret des Templiers. Mhm. Donc, voilà. En Espagne, c'était la Légende des Templiers. Et la version originale, c'était l'épée cassée, l'épée Ouais. brisée. Broken Sword, Broken ouais. Sword. Et En fait, tu Ah. t'additionnes tous les titres, ça te fait l'histoire, quoi. Ouais, t'as le À spoil peu du jeu. près. Ouais. Mm. tout à fait, clair. ouais. Ouais, Et super. Et juste pour finir, à l'époque, donc le jeu, il avait été testé dans le Joypad en décembre 96 Ah, et il avait eu 95%. énorme. Enfin, c'est bien. Voilà. Quoi. Ah, et c'était Trazom qui l'avait testé. Oh, bah, Oh, ce génie Homme mental. de goût. Et on va se lancer vite fait sur Quetzalcoatl, puisque on le verra, le gameplay est sensiblement le même et on va s'intéresser plutôt à ce qui faisait le tour. Moi je note tout de suite une petite anecdote à partir des boucliers de Quetzalcoatl sur PlayStation. Si vous l'avez encore en boîte, messieurs, dames, qui nous écoutez, regardez bien la jaquette sur la tranche et vous verrez qu'il y a une faute d'orthographe sur toutes les versions du jeu. Et c'est pas marqué les boucliers de Quetzalcoatl, c'est marqué les boucheliers
de Quetzalcoatl. Oh là là. Ah, c'est bon ça. Ah, Ah, c'est c'est- ça. Ah, ça c'est magnifique. Hein. C'est très beau, c'est... Ça, je veux bien que tu le mettes en image hein, quand tu mettras Ah le truc ouais, à jour. Hein. Ouais, pas Ouais. de problème, ouais, voilà. Bonne Ah, idée, je suis super friand de ces pétouilles là comme ça quoi. j'ai lancé, tiens, subi, sur les boucliers ou les boucheliers de Quetzalcoatl. Qu'est-ce qui avait fondamentalement changé par rapport au 1? Je sens le rien. Voilà, honnêtement, je l'ai pas fini le 2. Je cache pas que le 2, je suis pas allé au bout. Enfin, pour moi, en gros, tu étais en terre inconnue. Hein. Il n'y avait pas grand-chose qui changeait. Après, bah, c'est l'histoire qui, euh, qui était une nouvelle histoire. Quoi. C'était un nouveau roman, quoi, en gros. Donc, c'était ça qui était vachement sympa. Après, honnêtement, les vraies différences, je pense que tu es plus expert que moi pour les donner, quoi. Ce que je me rappelle, c'est que contrairement au 1, on n'était pas centré sur une. Là, dans le 1, on était centré sur Paris. Là, en fait, c'était super linéaire. On commençait une aventure, on l'a commencé à Paris, mais en Ouais. fait, on restait pas à Paris, on voyageait pas comme on faisait Bah, à dans le 1. Marseille, je crois. Oui, Non oui, on était à Marseille après, mais Dans en le fait, port, je veux dire, tu revenais pas à Paris pour dire tiens, maintenant Oui. je vais aller là-bas. C'est en fait, tu suivais l'histoire. Et par contre, moi j'ai une question. Tu l'avais fait sur PlayStation à l'époque, le 2? Ouais. Ouais. Et ils avaient réussi à régler un peu les temps de chargement ou c'était identique au 1 Alors, c'était pas identique au 1 puisqu'il n'y avait pas de pièce, il y avait je crois que c'était un poignard. Ah oui, mais bon, si ils mettaient le même temps de Le tourner. poignard tournait à une vitesse légèrement différente de la pièce. Le poignard, je crois que c'est un poignard, je suis plus sûr. Le poignard tournait plus vite, t'as l'impression que ça passait plus vite. Non, mais en fait, c'était toujours aussi merdique, mais sauf que là, t'avais un menu. Au début, tu t'avais peux le charger. menu, où donc t'avais pas besoin de relancer le jeu. Et Ouais. surtout, c'est que vu que le jeu était beaucoup plus large et beaucoup plus ouvert, ça te faisait un peu moins chier de te taper à droite à gauche parce que D'accord. tu l'as dit dans le 1, on avait souvent 2 tableaux par endroit ou 3 tableaux. Et c'est dans le 2, c'était souvent, t'avais un gros panorama de départ. C'est-à-dire D'accord. que je me rappelle par exemple du marché quand on arrive au Mexique. On arrive dans un marché, il y a plein de gens et en fait la caméra est super éloignée et donc ça te fait un travelling sur tout le décor et t'as pas de chargement. Là c'est super cool et parce que t'as 2 bâtiments où t'as pas besoin d'y aller 50 000 fois par heure quoi. Et, Parce que vu que le jeu est sorti 1 an après, donc Mm. on peut imaginer parce que bon, je sais pas quand ils l'ont développé, mais ils ont dû le développer dès la sortie, ils ont dû bosser dessus dès la sortie du 1. Sûrement. Donc réellement, ça doit être bon, ils ont travaillé sur le même moteur quoi. ouais, bah, moi j'ai pas trouvé qu'il y avait de différence hein, au niveau Ouais. de la technique, mais c'était plus beau. D'accord. Mais le problème, enfin le défaut que je trouvais, c'est que l'histoire des Templiers, elle était carrément plus intéressante et réaliste entre guillemets que l'histoire de Quetzalcoatl quoi. D'accord. Donc là, Quetzalcoatl, t'avais un miroir, les mecs recherchaient des miroirs pour faire renaître une divinité maléfique Inca. Rien que le nom du jeu c'est imprononçable donc Bah oui. c'est sûr que... Ouais, mais c'est ça que les mecs font pas de faute à Quetzalcoatl, mais en font un bouclier quoi. Mais moi je me permets une toute petite aparté qui a un petit peu rien à voir, c'est que la licence des Chevaliers de Baphomet, je l'avais aussi faite, enfin en tout cas le premier sur Game Boy Advance. Ah oui, c'est vrai qu'il est sorti Et- là. Parce qu'on en a pas parlé et le portage il était hyper bien fait quoi. C'était assez proche des versions PlayStation, sauf que t'avais pas les voix et il me semble que t'avais pas les animations, mais techniquement il était vraiment au top quoi. Pas de chargement parce que cartouche. Et t'y joues aujourd'hui, tu t'es pas dans les choux quoi. Il est vraiment très propre quoi. Ouais, Dans la c'est ça. version Director's Cut, c'est beaucoup plus précis. Ouais, bah Ouais, oui, parce mais que moi personnellement hein, pour avoir comparé les deux, elle est vraiment pas belle cette version Director's Cut quoi. Je trouve artistiquement parlant, tu sais avec les icônes sous forme de BD. Mm. je Le les trouve dessinateur vraiment- de Watchmen quand même. Eh ben dommage parce Oui. que c'est vraiment à mon sens c'est vraiment hideux quoi. Surtout Nicole, elle est George déjà je le reconnais moyen. Mm. Et, Il est trop bien coiffé. Ouais, enfin, je sais pas. Et Nicole, déjà qu'elle a habituellement, elle a l'air un peu tard. Elle là, a elle a les yeux l'air, vitreux.
Écoute, j'ai une photo des yeux. Franchement, elle a pas inventé fil à couper le beurre, quoi. J'espère qu'il s'était pas inspiré d'une actrice. Hein. Non, mais surtout que dans le jeu, à la base, elle est quand même un petit peu glamour, la fille, tu vois. Elle a du tempérament, tu vois. Là, on a plein la tête. Et là, je te jure, tu sais, tu te dis, t'as l'impression que c'est Homer qui se dit, je veux des cacahuètes, tu vois. Putain. Non, mais c'est- vous voyez le parallèle de la part d'une journaliste d'investigation, je trouve que ça, il y a enfin, moi, quand j'ai vu la version Director's Cut, j'ai fait, mais c'est quoi ce délire? Surtout que ça commence pas sur l'explosion, quoi. Ça commence sur Nicole enfin, c'est pour une moi, grosse connerie, ça. la Director's Cut est pas bonne. Vraiment pas. Hein. Si, Ouais. D'ailleurs, j'ai pas voulu y rejouer pour un peu préparer l'émission. J'ai fait la version, on va dire, étalon, la version de base, quoi. Même si elle est certes un peu moins belle, certes, mais je trouvais qu'elle fonctionnait vraiment pas, quoi. Il y a deux trucs qui gênent en fait, enfin qui me gênent, je vais pas faire une généralité, sur la version Director's Cut, c'est que d'une, les dessins de quand il y a un dialogue entre deux personnages, il y a des fenêtres qui s'ouvrent pour voir un gros plan sur les personnages. D'une, Voilà. le style correspond pas du tout au style dessin animé qu'on avait dans le 1 et qui se retrouve dans les cinématiques, la plupart des anciennes cinématiques qu'il y a dans le Director's Cut avec ce design très Dragon Slayer Titan AE. Et que d'une, c'est animé, il y a quoi? Il y a 3 images d'animation, quoi. Il y a Et en clignement plus, des yeux et instinctivement, tu regardes plus l'animation du jeu. oui, Et c'est vrai. à mon sens, enfin bon, peut-être ça fonctionnerait bien sur DS parce que si je dis pas de conneries, ces animations, ces vignettes, tu les vois sur l'écran du haut. Ouais. Mais enfin bon, c'est peut-être moi qui fais un peu le vieux rétro, le vieux chiant, mais je trouve que c'est moche, quoi, vraiment. Hein. Ça colle C'est, pas, ouais, voilà, ça serait bien surtout s'ils que avaient refait le jeu, la quoi. direction artistique du jeu de base, elle est sublime, quoi, tu vois. Mm. C'est et là, je trouve que le dessinateur, désolé pour Watchmen, hein, qui est formidable, hein, bah c'est moche, quoi, c'est vraiment pourri, quoi. Enfin, à mon sens, hein. Je sais pas ce que vous en pensez, messieurs, mais moi j'aime vraiment pas le design, hein, vraiment pas. Hein. Moi, écoute, moi, l'ayant fait sur iPhone, ça m'a pas spécialement dérangé. Mais après, bon, c'est les goûts et les couleurs. Mais moi, non, moi, ça a été. C'est bon. Après, c'est pas extrêmement joli, mais ça m'a pas rebuté, quoi. J'ai fait le jeu intégralement et j'ai pris plaisir à le refaire. Je rejoins Looping, pareil, ça m'a pas choqué non plus. J'étais indifférent, on va dire. Oh la Mm, vache. mm. Enfin, à mon sens, la Director's Cut, elle fonctionne vraiment pas, quoi. Mm. Mais bon, ça, comme l'a dit Subi, c'est looping, c'est un peu les goûts et les couleurs. Voilà, on a deux camps, donc c'est bien, on peut partager Ouais. nos idées. Ouais, Et ils ont des goûts de merde, plus rien. Hein. ils ont des goûts de merde, si tu dis. Et vous, par rapport aux deux, est-ce que pour vous, ce deuxième épisode était un bon deuxième épisode ou finalement le 1 restait le Seigneur et Roi? Bah moi pour être franc, j'ai pas un souvenir monstrueux du second, curieusement. Pourtant je sais que je l'avais fait à l'époque, Mhm. mais dans mes souvenirs, ça restait, c'était dans la même lignée que du premier, quoi. Mais peut-être l'effet de surprise en moins, quoi. Mais je m'en souviens curieusement moins que le troisième que j'ai fait plus récemment, mais je sais que j'avais bien aimé, quoi. Après, te raconter l'histoire dans le détail, honnêtement, j'en suis incapable, quoi. Je me souviens bien de l'épisode dans le port marseillais. Avec Aussi, 20, quand chienne de garde numéro 20. c'est ça. Et aussi, ce qui m'avait marqué aussi, c'était le passage où, à un moment, tu te retrouves attaché sur une chaise et que la baraque, elle est en feu. C'est l'intro, ça. Bah, c'est le début. Et la solution était dans le livret. En fait, j'ai joué aux 10 minutes du jeu, quoi. Oui, t'as joué au premier et deuxième tableau. À peu près. Et honnêtement, je m'en souviens vraiment pas du tout, quoi. On voyageait beaucoup plus que dans le 1. Je me rappelle le petit Rio sur son ponton en train de pêcher des poissons-chats. Donc ça se passe dans les Caraïbes, je crois. Après, l'île aux pirates, on tombait sur un tournage d'un remake du l'île au trésor avec des acteurs de merde et tu devais remplacer un des cascadeurs pour pouvoir te faire catapulter sur un rocher. En fait, l'histoire était un peu plus folle, un peu plus foufou, tu vois, que le 1. Mais tu voyageais beaucoup plus et c'était beaucoup plus coloré. Donc en fait, les deux avaient deux identités vraiment bien à elles. Et on va bientôt toucher à la fin de cette émission. On a beaucoup parlé de ces deux épisodes. Comme on l'a dit, il y en a 4 et je pense que les deux derniers mériteraient une émission à eux pour vraiment
que je leur chie sur la gueule. Je suis pas d'accord. Et justement, ça sera l'occasion d'en débattre dans une prochaine émission. Plutôt que de faire trop peu sur ces 2 épisodes, j'aimerais revenir un peu sur la version amateur du 2.5. Je sais pas si vous la connaissez. Alors, je la connais, mais je l'ai jamais fait. Ouais, pareil, j'en ai entendu parler, mais j'ai voulu le tester, mais il était en allemand. Intégral. Je l'ai fait en allemand sous-titré anglais. En fait, donc c'est des Allemands qui, comme moi, n'ont pas vraiment blairé les 2 derniers et qui ont se dit, nous on veut faire un Broken Sword en 2D à l'ancienne, et ils ont fait un jeu en 2D, un point and click en 2D gratuit. Donc à l'époque où je l'ai fait, les voix étaient en allemand sous-titré anglais, et pour un jeu amateur, franchement c'était pas mal. Vu qu'il est gratos, je vous le recommande quand même. Franchement, ça faisait du bien, et niveau technique, c'était vraiment sympa. Est-ce que vous avez quelque chose à rajouter sur ces 2 épisodes, ou parler très rapidement de vos impressions sur les 2 derniers, Subi? Sur les 2 premiers, j'ai pas grand chose à rajouter. Je pense que les 2 suivants, on en parlera la prochaine fois. Et je rejoindrai Mika que moi, le 3, j'avais bien accroché quand même. J'ai pris du plaisir dessus. Vous l'avez fini? Ouais. Moi, je l'ai fini aussi, ouais. D'accord. C'est quoi cette baston avec un dragon? Je me souviens Ça y est, plus. tu me commençais déjà à troller, quoi. Ah, j'ai honte. Non, mais c'est surtout développé sur le changement de gameplay, quoi, radical, quoi, à partir du 3e. Mais on en reparlera, ça sera plus On en simple. parlera. Et toi, Looping, qu'est-ce que tu as envie de nous faire partager avant la fin de cette émission? Bah écoute, maintenant refaire le 1, enfin le Chevalier Baphomet, le numéro 1 à l'heure actuelle, je conseillerais déjà la version PC, pas la version PlayStation, parce que c'est quand même une torture, hein, les temps de chargement. Quitte, bon, même si toi et Mikado, vous n'aimez pas la version Director's Cut, mais elle est actuellement plus facile à trouver, parce qu'elle a été éditée sur Wii aussi, donc on la trouve plus facilement, mais ça reste. Voilà, oui. Tout s'explique. Voilà, je comprends mieux maintenant, voilà. Et elle Non, a été gratos il y a pas longtemps sur le site goodoldgames.com. Ouais. Donc ce qui fait que j'ai pu acquérir cette version Director's Cut et me faire mon propre avis dessus. Mais c'est vrai que oui, si vous avez que ça, si vous avez un iPhone et que vous n'avez pas envie de vous casser les pieds avec à faire marcher un jeu PC de 96 sur votre Windows 7, oui, prenez la version Director's Cut. Le jeu, les versions originales du jeu restent de très grande qualité, c'est vrai. Voilà, donc, mais ça se refait très bien, à l'heure actuelle ça se refait très bien. C'est Ouais. clair. Mika, comme eux? Oui, je rejoins mes collègues. Hein. Le style graphique d'époque et entre guillemets était en 2D. Enfin, c'est même pas entre guillemets, c'était en 2D. Et à cette époque, là, on maîtrisait complètement la 2D. Donc, c'est le genre de jeu qui vieillissent, enfin peu ou pas, quoi. Contrairement au passage des jeux 3D, les premiers jeux où là tu flippes, quoi. Mais non, si t'aimes bien les point and click, c'est un grand classique à faire, quoi, honnêtement. Hein. Est-ce que vous imaginez un remake HD de ces 2 premiers épisodes quand on voit la qualité, par exemple, technique d'un Rayman Origin? Pourquoi pas? C'est pas ce qui est un petit peu prévu, là. Ils ont pas annoncé ça, justement, un 5e épisode qui revenait aux sources. Voilà. Ils ont annoncé un 5e épisode qui revenait à la 2D. Ah bah non, mais moi je l'attends comme le Messie, hein, maintenant, le jeu, hein, parce que c'est vrai. C'est l'essence. Enfin, pour moi, pour ce type de support, par exemple, un Runaway qui est, on va dire, la suite spirituelle des Broken Sword. Runaway sauce le chevet de Baphomet, moi j'achète direct, hein, franchement. Mais par contre, Mika, ils ont annoncé en 2D, ils ont pas précisé la plateforme, et ça se pourrait que ça soit sur iPad ou iPhone. Là, je sais pas. Je ne se prononce pas, quoi. C'est sûr que moi j'imagine un jeu en HD sur mon écran géant avec des animations beaucoup plus travaillées, voire vraiment un dessin animé tout du long. C'est que tu vois pas de différence entre les cinématiques et le jeu. Là tu baves, là, c'est sûr. Mais si c'est un pauvre jeu iPad, là, oula. Moi juste un Runaway, franchement ça m'irait déjà. Hein. Mais dans le Director's Cut, c'est un peu du Runaway quand on voit les animations de Nico dans les scènes ajoutées. Elle est en 3D 2Disé. Ouais. C'est le Runaway du pauvre alors. Du très pauvre. Pardon. Il bâche les mecs. Hein. Non mais ça dénote avec le reste du jeu. C'est pour ça que tu remarques encore plus. C'est pour ça que j'en parle, quoi. Donc vous, le 5, vous l'attendez, vous avez des craintes?
Bah, ça dépendra du support. On l'attend. La 2D, ça nous fait plaisir. Maintenant, on attend de connaître le support exact. Si on parle même Xbox Live, est-ce que ça sera bien avec une manette de Xbox? Bah déjà, si on peut jouer avec l'analogique, ça sera quand même largement une avancée comparé à la croix et le R1 de la manette PlayStation, De toute façon, c'est clair. la croix de la Xbox, ça sera injouable. À chaque émission, on va revenir, on va le rappeler. Ah oui, La croix de c'est manette voilà. 360, c'est de la merde. Malheureusement, c'est une belle manette, mais c'est le gros défaut. Oui. Eh bien messieurs, c'est sur ces belles prévisions qu'on va se quitter. Merci de nous avoir écoutés pour ce nouvel épisode de la case rétro. Merci à vous trois de m'avoir accompagné pour cette émission. On se retrouve très prochainement pour la tout dernier podcast de 2011 où on va faire un podcast spécial Noël. Sur ce, je vous dis à plus tard messieurs. On se retrouve très vite. Ciao ciao. Salut! Ciao.